la génération suivante se reproduit aussi à 16 ans, donc l'intervalle entre chaque génération est beaucoup plus court aussi. Oui, mais je rappelle que je parlais du nombre d'enfants en descendance finale. Et si vous le prenez sur longue période, c'est quand même le nombre d'enfants en descendance finale. Oui. Oui, moi je voudrais aborder 3 points. Il y a d'une part tout à l'heure quand tu as évoqué la possibilité de nourrir la population mondiale à l'heure actuelle, il y a un facteur dont tu n'as pas parlé quand même, c'est que depuis un siècle, avec la culture industrielle, on a aussi une dégradation des sols, qu'on ne va pas éternellement produire autant. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Le deuxième point, c'est que je suis malthusien, et je l'assume, et que la plupart des gens, même toi, ont fait un mauvais procès à Malthus. Ton abord, la façon dont tu l'as abordé, c'est un petit peu ambigu. Parce que la plupart des gens qui critiquent, moi souvent quand je le dis, on est critiqué, ils ne l'ont pas lu. Moi je l'ai lu, 2 fois 250 pages. Oui, et pour résumer, Malthus, il a dit 2 choses. Lui, c'était un constat, il était d'un milieu bourgeois, fils de pasteur, donc il a constaté qu'il y avait souvent des famines en Angleterre, et à l'époque où il était, qu'il a sorti son essai, l'État avait donné de l'argent à l'Église pour distribuer aux familles pauvres. Et il a dit, si on aide les pauvres, ils vont se marier, ils vont se multiplier, à la prochaine famille, il y aura encore plus de morts. Donc lui, il préconisait que 2 choses. Malthus, ça se résume à dire mariage tardif et abstinence volontaire. C'est tout ce qu'il a préconisé. On l'a plus ou moins associé aussi après avec le nazisme et tout ça. On a beaucoup réutilisé, comme beaucoup de gens, quand ils sont morts. Voilà. Donc Malthus, c'est ça, c'est tout. Et puis le troisième point, donc même là, c'est pas que je suis en désaccord avec Démographie Responsable, mais j'en ai déjà parlé avec la secrétaire, on ne le met pas en avant, c'est quand tu as parlé de la contraception, il y a un non-sens, c'est que toujours on parle que de la contraception féminine. Et moi j'ose le dire, parce qu'on ne touche pas la toute puissance de l'homme, avec un grand H. Moi je suis vasectomisé depuis 35 ans. Donc pourquoi est-ce que les associations féministes, pourquoi est-ce que les femmes, pourquoi est-ce que aussi tu parlais de les cours, là, à la fin tu disais le planning familial, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la contraception masculine? Moi, parce qu'on fait peur. J'ai entendu un toubib il n'y a pas longtemps, c'est très rare sur Europe 1, qui disait ça change absolument rien à la possibilité d'éjaculer, à la possibilité d'éprouver de la jouissance, d'avoir un rapport sexuel, qui est d'un confort, et surtout par rapport à la femme. Et on évite la contraception, parce qu'il faut dire ce qui est lié, c'est que la contraception, ça multiplie à je ne sais pas combien de milliards de femmes. On sait déjà que les poissons, ils sont en train, il n'y a plus de poissons femelles bientôt, parce qu'il y a une incidence de la pilule qui aboutit dans nos mers et nos océans. Donc pourquoi est-ce que Démographie Responsable hésite à en parler aussi, moi, des échanges que j'ai eus avec la secrétaire? Alors sur les 2 hésitations, sur Malthus, c'est pas du tout que j'ai une réticence, c'est simplement que c'est l'idée de me rattacher à une école, c'est pas mon problème. Je dis ce que j'ai à dire, considérer que c'est malthusien ou que c'est pas malthusien, je m'en moque. Mais moi j'aime bien Malthus, je mets en garde quand même les gens qui veulent lire Malthus, c'est dur à lire. Et alors il est anglais, et là nous on parle de pourcentage, lui il parle de 14-16e, de 17-18e, de 15-17e, enfin c'est terrible. Mais c'est intéressant, Malthus, non, c'est un type vraiment bien, et sur les reproches qui lui ont été faits, il s'est très clairement expliqué, il n'était pas du tout anti-pauvre, c'était vraiment un type extraordinaire. Mais simplement, la question du drapeau m'importe peu. Sur la question de la contraception, c'est vrai que Démographie Responsable laisse les gens, il ne leur dit pas vous devez avoir une contraception comme ça. Mais sur la contraception masculine, on n'est pas contre, on a fait faire des préservatifs. On en a distribué par des associations écologistes africaines, et on en distribue dans nos salons, donc plus là parce qu'on a épuisé le stock. Mais sinon on a distribué, donc on est tout à fait favorable. Ensuite, les modes de contraception, on essaye de ne pas trop s'immiscer dans l'intimité des gens. Sur l'histoire des poissons, et effectivement, de manière générale, les produits contraceptifs, ils sont faits pour briser les rythmes, les fonctionnements naturels de la reproduction. Il n'est pas étonnant donc qu'ils les brisent effectivement quand ils se retrouvent dans la nature. Simplement, si on ne les utilise pas, demain on aura encore plus de gens, et plus de gens qui les utiliseront, on aura encore plus de pollution. C'est pour ça qu'on hésite à les critiquer. Maintenant je suis d'accord, oui ça pose des vrais problèmes. Les centrales d'épuration ne sont pas capables d'éliminer tous ces produits, bien souvent. J'en suis d'accord. Il n'y a pas de bonne solution parfaite, j'en suis conscient. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on propose quand même la contraception, mais bon. Mais même sans la proposer, je veux dire, la vasectomie, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que c'est là dans la tête des hommes. Comme tu le disais, culturellement, croisser et multiplier.
Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait le militantisme pour l'instant du choix de méthode de contraception. Mais ça, vous savez, il y a un truc, il faut bien comprendre que ce qu'on évoque déjà est déjà difficile à accepter par une partie des gens. Alors si en plus on se heurte sur chaque point, ça devient un peu délicat, même si je suis d'accord, hein, même si je suis d'accord. Mais oui, vous avez raison, mais bon. Oui. Votre message est-il entendu dans certains pays africains? Mais on est 200 en démocratie responsable. Ouais. Donc, parce qu'on est 200, parce qu'on... Avez-vous des contacts avec des responsables africains? Oui, puisque je vous ai dit, on a fait faire ces préservatifs, on a eu des contacts avec des associations écologistes qui les ont distribués. Oui, mais vous les distribuez où? Au Togo. Ah, d'accord. Togo. Mais il y en avait 5000, alors ça n'a pas changé la démographie africaine. On en a eu, mais on n'en a pas beaucoup, on ne peut pas y aller. Mais je veux dire, écoutez, la cotisation coûte 20 €, on est 200. Avec ça, on ne va pas en Afrique faire monter une mission, tout simplement. Voilà. Non, je crois pas. Faire lapider les gens plutôt que de se Comme poser vous des voulez. questions. Oui, vous parlez des moyens de lever les tabous, et c'est vrai que sur les raisons des tabous, donc il y a déjà le facteur religieux, je pense qu'il est assez important, parce que vous parliez de croisser et multiplier, c'est une injonction religieuse, on est en face d'une résurgence du religieux, y compris dans nos pays. Alors, c'est assez amusant parce que c'est un cercle, c'est-à-dire que du fait des pressions migratoires, on a des gens qui viennent dans nos pays qui eux ont encore des pratiques religieuses et des visions des choses que nous on a abandonnées, du fait aussi d'un recul du religieux au profit de l'individualisme et de la consommation. Bon, on n'est pas là pour porter un jugement sur le phénomène, ici juste c'est produit. Et donc on a une résurgence finalement du religieux ici, dans les pays qui devraient être capables justement d'expliquer aux autres pays ce que vous venez d'expliquer. D'ailleurs de façon, j'ai trouvé assez bien, subtile pour ne pas susciter des caillassages en règle. On en reçoit quand même. Oui, non mais... La question du religieux est compliquée parce qu'en fait, on a tendance à agglomérer. Les trois grands monothéistes sont religieux dans le discours de manière assez proche. Simplement, concrètement, ça se passe très différemment. La religion catholique, par exemple, et notamment le pape, est assez nataliste. Mais elle n'est pas suivie. En Europe, ce sont les pays les plus catholiques, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas qui font le moins d'enfants. C'est intéressant à dire. Ils ne font pas d'enfants, donc oui, les natalistes, mais ça compte pas. En Afrique, encore un petit peu plus, quand même, bien sûr. La religion juive est très nataliste aussi. Les juifs sont 20 millions. C'est rien. Ça ne compte pas. Donc ils peuvent faire à 5 enfants chacun, ça ne compte pas au niveau de la démographie mondiale. Donc le seul problème se pose sur l'islam. Parce que l'islam a les trois caractéristiques. 1, ils sont natalistes comme les autres. 2, ils ne sont pas seulement natalistes en propos, mais ils sont natalistes en fait. Et 3, ils sont 1 milliard. Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile de globaliser les problèmes malgré la relative unité des mouvements religieux. Voilà, alors. Oui, je voulais dire qu'une association, en l'occurrence, n'a peut-être pas vocation à intervenir sur les politiques africaines. Oui. Elle va intervenir sur les politiques nationales et européennes. Et qu'est-ce que l'Europe, la France peut réaliser? C'est de développer une stratégie antinataliste. Et cette stratégie, de mon point de vue, elle repose sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'émancipation des femmes. C'est l'émancipation des femmes, évidemment, dans toutes les régions du globe où la femme est encore soumise à un diktat culturel ou à un diktat machiste. Le deuxième élément, c'est la scolarisation. Parce qu'effectivement, la formation est de nature aussi à permettre aux gens de prendre leur distance, soit par rapport à des diktats religieux, soit par rapport à des traditions. Puis le troisième élément qui est évidemment plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'il suppose que l'on ait un État, un véritable État, et qu'il ne soit pas corrompu, c'est une assurance vieillesse. Parce que en Afrique, la plupart des pays, la plupart des populations font des enfants pour assurer leur sécurité, leur retraite d'une certaine manière. Donc il faut se substituer finalement à cette situation, tout simplement par un mécanisme qui est celui que l'on a dans tous les pays occidentaux. Donc voilà, c'est une stratégie du développement. L'Europe a un investissement dans le domaine du développement, mais encore faut-il que cette stratégie soit orientée vers cet objectif-là. Alors, il y a quand même eu quelques échos, on a entendu quand même chez les responsables politiques, je cite la personne, mais quand même quelques petites orientations dans ce sens.
France, mais il faudrait qu'évidemment ce soit plus efficace. Je crois que ce que l'on doit très, très clairement mesurer, c'est que les phénomènes malthusiens se sont déjà produits dans l'histoire. Les phénomènes malthusiens, ils ont ces trois facteurs habituels. Ce sont les épidémies, c'est la famine, ce sont les guerres. On a eu des phénomènes malthusiens liés au climat et qui ont provoqué la chute de l'Empire romain au IVe siècle. On a eu la crise épidémique liée à la peste. Elle est liée aussi à un décalage entre le niveau de population et les disponibilités alimentaires du moment. On a eu le même phénomène plus localisé avec la guerre de 30 ans, qui dans un pays, comme dans une région comme celle-ci, a vu la population diminuer de moitié. On a eu le même phénomène au moment de la première révolution industrielle. Elle ne s'est pas traduite ici par un effondrement de la population, elle s'est traduite par une émigration qui a provoqué un effondrement de la population indigène en Amérique du Nord, voire en Australie ou éventuellement dans d'autres pays. Donc on connaît ces phénomènes. C'est qu'en biologie, on appelle une régulation par catastrophe. Oui. Et toute la question aujourd'hui, l'enjeu, est-ce que l'on continue à accepter une régulation par catastrophe qui est déjà à l'heure? Ça, il faut aussi le rappeler. On ne nourrit pas la population mondiale, puisqu'on a à peu près 1 milliard que finalement les guerres, etc., que l'on observe sur le continent africain, sont déjà l'effet de ces crises malthusiennes. Mais en tout état de cause, soit on continue en quelque sorte à fonctionner comme n'importe quelle population animale, s'en remettant à des régulations par catastrophe, ou on assume notre fonction d'homo sapiens, c'est-à-dire d'homme sage, qui est capable en effet d'analyser le futur à partir des données du passé, et à ce moment-là décide de prendre la main sur sa propre démographie. Je crois que c'est ça l'alternative. C'est exactement le militantisme de démographie responsable. Voilà. On devrait bien l'appeler démographie sapiens, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai terminé aussi sur l'humanisme, parce que c'est bien en ayant ces approches-là qu'on aura une approche humaniste pour régler le problème. Le pire, c'est effectivement la régulation pour la catastrophe. La différence quand même avec les catastrophes précédentes, c'est que dans les différentes catastrophes que tu as citées, seule la grande peste au niveau mondial a fait diminuer la population. Et j'ai peur qu'au XXIe siècle, le nôtre, il y ait effectivement un écroulement civilisationnel qui la fasse diminuer de nouveau, globalement. Ça, ce serait assez terrible. Faisons-le doucement, ce sera plus doux, plus efficace et meilleur pour chacun, je pense. Enfin, moi, j'ai rien à dire, je suis d'accord sur tous les points. Oui. Mais il me semble que Malthus, il n'avait pas prévu la révolution verte. Ce qui s'est passé, par exemple, avec Population de Bombe, il y a eu la révolution verte qui est passée par là et qui a permis d'augmenter encore la population. Du coup, est-ce que nous, on ne peut pas prévoir une autre révolution qui ferait que... En tout cas, je suis extrêmement prudent sur toutes les avancées technologiques. Il faut bien voir que souvent, quand on dit « Malthus s'est trompé », parce qu'il n'avait pas vu en fait l'extraordinaire progrès globalement de la productivité, c'est que cette augmentation de la productivité s'est faite non pas seulement par un génie humain, mais aussi par le pompage des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'on a puisé dans le capital de la Terre. Alors effectivement, ça a repoussé les choses. Mais j'ai envie de dire, il ne s'est pas trompé, il a eu raison trop tôt. Il aura raison au XXIe siècle, je pense. Effectivement, le fait que ces prédictions catastrophiques se soient pas tout de suite réalisées, fait qu'on lui dit, bah oui, vous êtes mis de côté. Sauf que peut-être c'est parce que justement il était en avance. Il ne faut jamais oublier que notre progrès technique a surtout été un progrès qui nous a permis d'utiliser le capital. Et ça, je crois que c'est pas une erreur, mais c'est pas une erreur de Malthus, justement. C'est surtout l'énergie. Oui, l'énergie. C'est surtout l'énergie. Oui, ben, la révolution verte, c'est l'utilisation de l'énergie. Oui, oui. C'est pour ça que je suis passé directement à l'énergie. Avec des paysans qui sont pieds et poings liés aux grandes multinationales américaines, entre autres. Et donc un système non durable. Il n'y a pas que les énergies. Hein. La plupart des ressources minières sont en voie d'épuisement. Le sable, par exemple. On ne dit pas à la télé aujourd'hui qu'il n'y a plus de sable pour la construction, du sable de rivière. On concasse dans les carrières et on le lave.
Ça amène au deuxième facteur sur de blocage, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect capitalistique. Une grande multinationale, son objectif, c'est pas que le système soit efficace globalement. Voilà. Son objectif, c'est que le système gaspille en orientant Voilà. ce gaspillage vers elle. C'est-à-dire que s'il y a un camembert de dépenses des ressources d'un producteur agricole, par exemple, l'objectif de la multinationale, ça va pas être que le producteur produise autant ou plus avec un camembert plus petit, ça va être qu'il y ait au moins 30% de gaspillage dans ce camembert, le maximum que le producteur peut sacrifier. Parce que c'est ça le pricing pour ces entreprises-là, c'est pas par rapport au coût, c'est qu'est-ce qui est le maximum que peut payer, sans crever le client. Et peut payer à nouveau. Donc c'est ça. Et donc ils veulent qu'il y ait un gaspillage et que ce gaspillage soit orienté vers eux. Et ça c'est vrai dans l'agrochimie, c'est vrai dans la finance, c'est vrai dans toute structure capitalistique hors sol, où finalement les tenants de ces entreprises sont plus des gens qui, avant, dans le 19e siècle, vous aviez un capitalisme patrimonial, avec le chef d'entreprise qui habitait plus ou moins sur le site, qui vivait là et qui allait léguer l'entreprise avec tout ce qu'il y a autour à ses enfants. Donc il y avait une certaine... Non, mais si vous voulez, Macron c'est un symptôme, c'est pas une cause. Là, on parlait des liens de causalité, Macron c'est clairement un symptôme et une manifestation et un avatar de ça. Pour la maximisation de la satisfaction des agents économiques, c'est la base de toutes les études en sciences éco. De ce point de vue, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que la taille des entreprises change un peu la donne du problème. C'est très clair. Donc on revient à ce que vous disiez, c'est quelle est la stratégie qu'on applique, parce que monsieur parlait d'une stratégie d'aide au développement, mais encore faut-il qu'en interne, ceux qui doivent orienter cette aide soient d'accord avec cette analyse et prennent ces décisions. Donc il y a déjà une première stratégie à faire pour convaincre sur les dirigeants actuels de la pertinence de ces approches-là. Donc là, sur quel levier s'appuyer, quels sont les premiers alliés que vous identifiez? Nous, on est ouvert avec tout le monde, il n'y a pas d'alliés privilégiés, on peut en parler avec tout le monde. On avait eu un contact une fois indirect avec l'ancien président Nicolas Sarkozy parce qu'il avait dit oh, mais il faut faire des COP sur la démographie, comme on en fait sur le climat. C'est que les COP, il y en a sur le climat, c'est les plus connus, mais il y en a également sur la biodiversité. Il a dit il faut faire sur la démographie. Donc on a dit ok, on est entièrement d'accord là-dessus, on vous soutient. Et puis ça s'est arrêté là, parce qu'évidemment, démographie responsable, face à un ancien président de la République, ça compte pas beaucoup, il n'a pas donné suite. Mais il y a quelques personnes comme ça qui effectivement se sont exprimées là-dessus. Donc on essaye chaque fois qu'on rencontre pas forcément un personnage politique, mais tous les scientifiques, par exemple, on a monté au sein de Démographie Responsable, on a les adhérents normaux, on a les adhérents d'honneur et on a également un comité scientifique. Et lorsque ce document qui a été signé, l'appel des 15 000 a été réalisé, il y avait à peu près, sur les 15 000, il y avait 1000 francophones. Nous en avons appelé tous ceux qu'on a pu contacter, je crois 600, et on en a 12, je crois, aujourd'hui, qui sont membres du comité scientifique, une façon de soutenir en disant la science est bien consciente, enfin les gens qui réfléchissent de manière scientifique, je dirais, sont bien conscients du problème. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. On va tous azimuts, toute personne qui est prête à aborder la question, on essaye de soutenir. Hein. C'est compliqué, c'est quand on a cette logique de personnes. C'est-à-dire que si vous avez des scientifiques, le simple fait de signer votre pétition, déjà en gros ils mettent leur carrière à risque. Enfin, j'exagère un peu, mais bon. Disons que ça ne va pas leur servir, ça va plus les desservir que les servir a priori dans le monde tel qu'il existe actuellement, avec l'attribution des crédits de recherche. L'autre chose, c'est que c'est des structures finalement qui vont être surtout pesantes dans le débat. Des personnalités individuelles, fût-elle ancien président de la République ou éminents scientifiques, ça suffira pas à faire basculer le schéma. Et c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir sur des alliances de structure à structure. Et voir lesquelles pourraient être les plus proches, au moins sur une partie du constat et sur une partie des solutions. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec les alliances. Ben, par exemple, il y a beaucoup de militants communs, par exemple, au mouvement écologiste indépendant et démographie responsable. Et puis, on a eu aussi des gens qui venaient de ELV, bien que globalement le parti ne soit pas d'accord, parce qu'il y a une sensibilité écologiste. Donc, on est d'accord avec tout ça. Hein. Simplement, c'est du travail. Hein. Oui. La question que vous posez, en fait, effectivement, elle va bien au-delà, qui est simplement la maîtrise. Qu'est-ce qu'on peut maîtriser dans un phénomène, dans une situation, enfin oui, dans un système économique en réalité où il n'y a plus véritablement d'acteurs qui soient capables d'intégrer l'intérêt collectif, mais qui soient simplement au service d'une optimisation financière. Ça, c'est la vraie difficulté. Et même au-delà de ça, peut se poser la question de la démocratie. Parce que, et en particulier l'exemple que vous citez, effectivement, du risque que les gens y prennent, et c'est vrai que malheureusement, et c'est un constat qu'on peut faire à tous les niveaux,
s'il y a une qualité, je mets ce terme entre guillemets, je sais pas, ou un défaut, enfin un caractère en tout cas qui est largement partagé, c'est la lâcheté. Alors pour qu'une société démocratique fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui prennent leurs responsabilités. Et ça, il faut bien le reconnaître que, il n'y en a pas beaucoup, et qu'ensuite, ça va se jouer au moment d'une élection, au moment d'un vote, et que dans le vote, il faut bien reconnaître aussi qu'on a surtout des troupeaux de moutons. Et là, on est vraiment dans une difficulté. Bon, excusez-moi, je voudrais réagir au troupeau de moutons, c'est que les gens réagissent en fonction des informations qu'on leur donne, et je pense qu'on a tendance à sous-estimer globalement la capacité des populations à assimiler des nouveaux schémas de pensée, ou voilà. C'est surtout travailler sur des lieux, des formats d'échange qui permettent d'échanger des faits, sans vouloir imposer une lecture ou le problème, c'est quand on cherche à imposer des conclusions, ça ne fonctionne pas, et de toute façon, il ne faut pas le faire en démocratie. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une méthode où on peut travailler ensemble sur des faits et des raisonnements, et vraiment voir ceux qui parviennent à démontrer les choses et à fournir des faits à l'appui, et à partir de là, le constat sera co-construit et pas imposé, vous avez verticalement. C'est quoi que tu appelles la démocratie? Le président qui est élu avec 35% Non, des Français, justement, la démocratie, l'élection est un temps de la démocratie, mais ça ne peut pas résumer la démocratie. Si on résume la démocratie à l'élection, on a perdu, puisque les gens ne pensent plus et ne sont plus consultés sur le fond. On va prendre une question, puis on arrive. Monsieur me signale qu'on a déjà dépassé notre temps. Pas d'espace pour le faire. C'est 15h. C'est une vision optimiste. C'est très bien. Bon, bah écoutez, voilà, je vous remercie de votre présence. Et puis, merci. Merci à vous. Voilà.